La justice ne se termine pas toujours dans une salle d'audience. Parfois, elle rattrape les gens dans les recoins les plus sombres des murs d'une prison. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 cas troublants de tueurs ayant rencontré une fin violente derrière les barreaux. Voici les histoires réelles de meurtriers assassinés en prison. Le 22 juillet 1991, à Milwaukee, dans le Wisconsin, Jeffrey Dahmer, un ouvrier de 31 ans, vivait depuis plus d'1 an dans son appartement. Ce soir-là, Dahmer fit la rencontre de Tracy Edwards, un homme de 32 ans qui, sans le savoir, mena la police à un secret terrifiant. Cette découverte bouleversa le monde, révélant une noirceur inimaginable pour beaucoup. Le nom de Dahmer devint synonyme de mal absolu en raison de ses crimes entre 1978 et 1991. Il a assassiné 17 hommes, ciblant des personnes vulnérables, souvent issues de communautés marginalisées. Il attirait ses victimes en leur proposant de l'argent ou des boissons, puis les tuait dans son modeste appartement. Ce qui horrifiait le plus n'était pas seulement les meurtres, mais ce qu'il faisait après. Dahmer dépeçait ses victimes, conservait des parties de leur corps comme trophées, et en consommait même une partie. Ces actes lui valurent les surnoms de cannibale de Milwaukee et monstre de Milwaukee. Né le 21 mai 1960 à Milwaukee, Dahmer n'était pas toujours considéré comme dangereux. Enfant, il était décrit comme joyeux, mais sa personnalité changea après une opération chirurgicale à l'âge de 4 ans. Il devint silencieux et renfermé, et son comportement se dégrada au fil de l'adolescence. Il développa une fascination morbide pour les animaux morts, collectionnant des os et conservant des carcasses. Cette obsession ne fit que grandir en vieillissant. Dahmer commit son premier meurtre en 1978, peu après avoir terminé le lycée. Il prit en stop Steven X, un autostoppeur, et l'emmena chez ses parents avant de le tuer. Dahmer expliqua plus tard qu'il ne voulait pas que X parte. Et, lorsqu'il tenta de le faire, Dahmer le frappa avec une barre de musculation puis l'étrangla. Il dépeça ensuite le corps et le dispersa dans les bois proches de chez lui. Ce fut le début de ses pulsions violentes, bien qu'il ne tuât plus pendant près de 10 ans. Entre 1987 et 1991, la série de meurtres de Dahmer s'intensifia. Il s'en prenait à des jeunes hommes et garçons qu'il rencontrait dans des bars gays, à des arrêts de bus ou dans des centres commerciaux. Ces victimes appartenaient souvent à la périphérie de la société, et leur disparition passait inaperçue pendant un certain temps. Il les attirait dans son appartement, les droguait, les étranglait et perpétrait ensuite des actes macabres. Dahmer conservait des parties de leur corps, comme des crânes ou des cœurs, et prenait des photos à différentes étapes du processus pour revivre ses crimes. Les détails de ses actes étaient profondément dérangeants. Il menait des expériences horribles, tentant de créer un zombie en perforant le crâne de ses victimes et en y injectant des produits chimiques. Ces tentatives échouaient toujours. Dans certains cas, il consommait des morceaux de chair humaine, ajoutant une nouvelle dimension d'horreur lorsque ces faits furent rendus publics. La série de crimes de Dahmer prit fin le 22 juillet 1991. Tracy Edwards parvint à échapper à son appartement après y avoir été attirée sous prétexte de boire un verre. Dahmer avait tenté de lui passer des menottes, mais Edwards s'enfuit après une lutte et alerta la police. De retour à l'appartement de Dahmer, les agents firent des découvertes cauchemardesques, des photos de corps démembrés, un crâne dans le réfrigérateur et des parties de corps dans le congélateur. Dahmer fut arrêté et, dans les semaines qui suivirent, il confessa avoir tué 17 personnes, fournissant des détails horrifiants sur chaque crime. Le procès de Dahmer eut lieu début 1992. Malgré la nature atroce de ses actes, le Wisconsin avait aboli la peine de mort en 1853. Dahmer fut donc condamné à 15 peines de prison à perpétuité, puis une 16e fut ajoutée. Cela signifiait qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Bien qu'il ait exprimé le souhait de mourir, la décision du tribunal fut sans appel. Il resterait en détention à vie. En prison, Dahmer fut placé en isolement protecteur pour garantir sa sécurité. Ses crimes en faisaient une cible, et les responsables pénitentiaires savaient que d'autres détenus pourraient tenter de lui faire du mal. Malgré ses précautions, son comportement en prison choquait à la fois les détenus et le personnel. Il faisait des blagues macabres, allant jusqu'à modeler sa nourriture en forme de partie du corps humain. Le 28 novembre 1994, la vie de Dahmer prit une fin violente. Alors qu'il effectuait des tâches de nettoyage avec 2 autres détenus, Jesse Anderson et Christopher Scarver, ce dernier l'attaqua avec une barre métallique, le frappant 2 fois à la tête. Dahmer fut transporté à l'hôpital mais succomba rapidement à ses blessures. Scarver affirma plus tard que les gardiens avaient volontairement laissé les 3 hommes sans surveillance, sachant ce qui allait se passer.
Bien que cela n'ait jamais été confirmé, beaucoup pensent que le personnel de la prison aurait pu fermer les yeux sur le meurtre de Dahmer. Après sa mort, les réactions du public furent mitigées. Certains y virent une forme de justice, tandis que d'autres éprouvèrent des sentiments plus ambivalents. Rita Isbell, la sœur d'une des victimes de Dahmer, exprima un certain soulagement, mais ne célébra pas sa mort. Elle reconnut la douleur que Dahmer avait causée à sa famille, sans pour autant souhaiter un tel dénouement. En 1977, au Québec, Canada, Roch Thériault, un homme d'une trentaine d'années, croyait que Dieu l'avait choisi pour mener les gens vers le salut. Élevé dans une famille religieuse stricte, Thériault devint obsédé par l'Ancien Testament et quitta l'école très tôt. Il était convaincu que le monde prendrait fin lors d'une bataille entre le bien et le mal. Pour s'y préparer, il se convertit à l'Église adventiste du 7e jour et adopta leur mode de vie rigoureux. Il abandonna l'alcool, le tabac et la nourriture malsaine, mais cela ne dura pas. Thériault était un homme persuasif et rassembla un groupe de fidèles à travers des séminaires religieux. Ces adeptes quittèrent leur travail et formèrent une communauté appelée les Enfants de Moïse. Inspirés par leur ardeur au travail, en 1977, Thériault les convainquit qu'il était Moïse, les guidant vers une société sans péché. Cependant, la promesse d'une communauté paisible vira rapidement au cauchemar. Au début, le groupe vivait tranquillement, gagnant leur vie en vendant des produits de boulangerie. Mais au fil du temps, le comportement de Thériault se dégrada. Il recommença à boire et imposa des règles strictes à ses disciples. Il leur interdit de parler à leur famille et limita les échanges au sein du groupe, sauf en sa présence. Ceux qui désobéissaient étaient sévèrement punis. Ils subissaient des coups, étaient suspendus au plafond ou voyaient leurs cheveux arrachés. Plus son état mental se détériorait, plus ses châtiments devenaient brutaux. Thériault annonça que le monde prendrait fin en 1979 et emmena son groupe dans la nature, au fin fond du Québec. Coupés de la société, ils attendirent l'apocalypse. Lorsque rien ne se produisit, Thériault affirma que le temps s'écoulait différemment dans le monde de Dieu, ce qui permit de maintenir la loyauté de ses adeptes. Malgré cette prédiction manquée, il conserva son emprise à travers la violence et la peur. Dans l'isolement de la forêt, la cruauté de Thériault s'aggrava. Il surveillait ses fidèles et punissait ceux qu'il jugeait déloyaux. Il les forçait à se casser les jambes à coups de masse, à manger des insectes et des rats ou à se brûler sur des plaques de cuisson. Même les enfants n'étaient pas épargnés, certains étaient cloués à des arbres et lapidés par d'autres enfants. Personne n'échappait à sa brutalité sadique. L'un des pires événements eut lieu lorsqu'une femme du groupe se plaignit de douleurs abdominales. Thériault réalisa une chirurgie de fortune en utilisant des outils de cuisine et un chalumeau. Il ouvrit son abdomen et en retira une partie de ses intestins. La femme mourut dans d'atroces souffrances le lendemain. Thériault tenta alors une étrange résurrection en perçant un trou dans son crâne, mais sans succès. Malgré cette atrocité, ses adeptes restèrent fidèles. Bien que les horreurs au sein de la secte se poursuivissent, le monde extérieur en savait peu. Thériault eut 26 enfants avec ses disciples, et même lorsque les autorités retirèrent les enfants de la communauté, les adultes choisirent de rester. Son règne aurait pu durer encore longtemps, sans l'intervention de Gabrielle Lavallée. Gabrielle subit des années de sévices, notamment l'arrachage de dents et de graves brûlures. Elle tenta de s'enfuir, mais revint par peur. Son calvaire atteignit son apogée lorsque Thériault lui coupa un doigt, lui cloua la main sur une table, puis lui amputa le bras avec un couteau de chasse. Gabrielle finit par s'enfuir et contacta les autorités, mettant ainsi un terme à l'emprise de Thériault. En 1989, la police fit une descente dans la commune, sauvant les derniers fidèles et arrêtant Thériault. Il fut accusé de nombreux crimes, dont le meurtre de Solange Boilard, la femme morte après sa chirurgie bâclée. En 1993, Thériault fut condamné à la prison à vie après que les témoignages des anciens adeptes révélèrent l'ampleur de ses atrocités. En 2011, Thériault trouva une fin violente en prison. Son compagnon de cellule remit un couteau à un gardien en avouant l'avoir tué. Le corps de Thériault fut retrouvé mutilé, mettant fin à sa vie de la même manière brutale qu'il avait infligée à ses victimes. Même après sa mort, certains de ses adeptes lui restèrent fidèles, lui rendant visite en prison. Son sombre héritage continue de hanter ceux qui ont survécu à son règne de terreur.
Le 21 mai 1924, Chicago fut secoué par un crime qui choqua toute la nation. Deux jeunes hommes riches, Nathan Leopold et Richard Loeb, âgés respectivement de 19 et 18 ans, se croyaient intellectuellement supérieurs aux autres. Influencés par le philosophe Friedrich Nietzsche, ils se considéraient au-dessus des lois et voulaient le prouver en commettant le crime parfait. Ce qui suivit fut l'un des meurtres les plus brutaux et tristement célèbres de l'histoire de Chicago. Leopold et Loeb étaient plus que de simples amis. Ils partageaient un lien intellectuel très fort. Tous deux étaient brillants sur le plan académique. Leopold venait d'obtenir son diplôme de l'université de Chicago et prévoyait d'entrer à Harvard en droit, tandis que Loeb étudiait l'histoire à la même université. Malgré leur réussite, ils aspiraient à accomplir un acte qui les démarquerait des autres. Ensemble, ils élaborèrent un plan de meurtre comme un défi intellectuel. Leur motivation n'était ni la vengeance ni l'argent, mais simplement le désir de prouver qu'ils pouvaient commettre un crime sans se faire prendre. Ils se croyaient des surhommes, au-delà de toute conséquence morale. Après des mois de préparation, ils choisirent leur victime, Bobby Franks, un jeune garçon de 14 ans, parent éloigné de Loeb. Le 21 mai, ils attirèrent Bobby dans leur voiture en lui promettant de le raccompagner chez lui. Ce qui suivit fut un meurtre froid et calculé. Bien que l'on ne sache pas exactement lequel des deux porta le coup fatal, ils tuèrent Bobby et abandonnèrent son corps dans un endroit isolé, persuadés d'avoir accompli le crime parfait. Pour brouiller les pistes, Leopold et Loeb envoyèrent une lettre de rançon aux parents de Bobby, réclamant de l'argent en échange de son retour en sécurité. Cependant, leur plan s'effondra rapidement. Le corps de Bobby fut retrouvé le lendemain, et une erreur sur la scène du crime scella leur destin. Leopold avait accidentellement laissé tomber ses lunettes. Ces lunettes n'étaient pas ordinaires. Elles avaient une charnière particulière et seules quelques paires avaient été vendues à Chicago. La police remonta rapidement jusqu'à Leopold, qui fut incapable d'expliquer comment ces lunettes s'étaient retrouvées sur les lieux du crime. Sous pression, Leopold et Loeb avouèrent. Ils expliquèrent qu'ils avaient vu ce meurtre comme un exercice intellectuel, une manière de prouver leur supériorité. Le crime horrifia le public. L'idée que deux jeunes hommes privilégiés puissent tuer un enfant innocent uniquement par goût du défi était inconcevable. Les médias qualifièrent l'affaire de « crime du siècle » et le procès devint un véritable spectacle national. Le procès débuta en juillet 1924 et les preuves contre eux étaient accablantes. Leur avocat, Clarence Darrow, adopta une stratégie différente. Au lieu de chercher à prouver leur innocence, il tenta de leur éviter la peine de mort. Darrow soutint que Leopold et Loeb n'étaient pas entièrement responsables de leurs actes, invoquant leur éducation privilégiée et leur exposition à des idées intellectuelles qu'ils ne pouvaient pleinement comprendre. L'argument de Darrow fit écho auprès du juge et à la fin, les deux hommes furent condamnés à la réclusion à perpétuité, plus 99 ans. Ils échappèrent ainsi à la peine de mort. Envoyés dans des prisons séparées, leurs familles les renièrent. Loeb ne vécut pas longtemps en prison. Il mourut en 1936 lors d'une confrontation avec un autre détenu. Leopold, en revanche, mena une vie discrète derrière les barreaux. Il étudia les langues, enseigna à d'autres prisonniers et publia même des articles scientifiques. Après avoir purgé 33 ans de prison, il fut libéré sur parole en 1958. Il s'installa à Porto Rico, où il vécut dans l'anonymat jusqu'à sa mort en 1971. L'affaire Leopold et Loeb laissa une empreinte durable sur la société américaine. Elle souleva des questions sur la morale, la justice et les dangers de l'arrogance intellectuelle. L'histoire inspira de nombreuses œuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques, notamment La Corde, 1948, un film d'Alfred Hitchcock basé sur cette affaire. Près d'un siècle plus tard, cette affaire continue de fasciner. Elle nous confronte à une vérité troublante. L'intelligence et le privilège peuvent parfois pousser des individus à commettre des actes inimaginables. Le 31 mai 1964, à Tucson en Arizona, Charles Schmid, un homme de 22 ans, était connu pour son influence sur les adolescents de la région. Malgré sa petite taille de 1,60 m, Schmid imposait une forte présence, lui valant le surnom de « joueur de flûte de Tucson ». Il exerçait une étrange emprise sur les jeunes, en particulier les filles, mais derrière son charme se cachaient des tendances violentes. Sa vraie nature allait bientôt donner lieu à certains des crimes les plus terrifiants que Tucson ait jamais connus. Schmid était né le 8 juillet 1942 et avait été adopté par Charles et Catherine Schmid, qui dirigeaient une maison de retraite à Tucson. Bien que ses parents lui aient offert un foyer stable, sa relation avec son père était tendue et leur divorce le marqua profondément. Peu performant à l'école, Schmid excellait néanmoins en gymnastique et mena son équipe au championnat de l'État en 1960.
Cependant, lors de sa dernière année de lycée, il abandonna l'équipe et fut suspendu pour avoir volé des outils dans une classe, mettant ainsi fin à son parcours scolaire. Sans diplôme ni emploi, Schmid s'installa dans une petite maison sur la propriété de sa mère et dépendait des $300 qu'elle lui versait chaque mois. Il passait ses journées à conduire sur Speedway Boulevard, cherchant à attirer l'attention des filles. Pour paraître plus grand et impressionnant, il portait des talonnettes, se teignait les cheveux en noir et dessinait même une fausse mouche sur son visage pour ressembler à son idole, Elvis Presley. Son style et sa personnalité inhabituelle le rendaient populaire auprès des adolescents, bien qu'il ait déjà passé la vingtaine. Le 31 mai 1964, Schmid franchit une ligne dangereuse. Avec l'aide de sa petite amie Mary French et de son ami John Saunders, il attira une jeune fille de 15 ans, Aline Rowe, dans un piège. Schmid convainquit Mary de proposer à Rowe un double rendez-vous, avec Saunders comme partenaire. Ignorant leurs véritables intentions, Rowe accepta. Le groupe se rendit dans un coin isolé du désert, à l'extérieur de Tucson. Sur place, Schmid agressa brutalement Rowe avant de la frapper avec une pierre. Mary, consciente de ce qui allait se passer, resta dans la voiture à écouter de la musique pendant que le crime se déroulait. Après l'avoir tué, Schmid et Saunders enterrèrent le corps de Rowe dans le désert, persuadés qu'il ne serait jamais découvert. La disparition de Rowe resta non résolue pendant plus d'1 an. Sa mère, Norma Rowe, signala sa disparition, mais la police supposa qu'elle s'était enfuie, comme beaucoup d'adolescents à l'époque. Faute de preuves ou d'indices, l'enquête fut rapidement abandonnée. Cependant, Schmid ne put garder le silence. Il se vanta du crime auprès de ses amis, dont Richie Bruns, qui fut horrifié par ce qu'il entendit. L'influence de Schmid était si forte que, bien que beaucoup soient au courant du meurtre, personne ne le signala. Un de ses amis déclara plus tard « Tout le monde savait, mais à ce moment-là, il était trop tard pour parler ». Mais ce ne fut pas le dernier crime de Schmid. En 1965, Schmid entama une relation avec Gretchen Fritz, une jeune fille de 17 ans, fille d'un chirurgien cardiaque renommé. Lorsque leur relation se détériora, Gretchen menaça de révéler la participation de Schmid au meurtre de Rowe. Incapable de courir ce risque, Schmid prit une décision radicale. Le 16 août 1965, il étrangla Gretchen et sa sœur Wendy, âgées de 13 ans, et cacha leur corps dans le désert. Comme auparavant, la disparition des deux sœurs fut d'abord ignorée par les autorités qui pensaient qu'elles avaient fugué. Une fois encore, Schmid confessa ses crimes à Bruns et lui montra même l'endroit où il avait enterré les corps. Craignant pour la sécurité de sa propre petite amie, Bruns quitta Tucson et révéla les meurtres à sa famille. Celle-ci le poussa à contacter la police. Lorsque Bruns fournit des détails précis, Schmid fut arrêté en novembre 1965. L'arrestation de Schmid fit les gros titres à l'échelle nationale et les médias le surnommèrent le joueur de flûte de Tucson. Son procès pour le meurtre des sœurs Fritz commença en février 1966 et attira beaucoup d'attention. Bruns témoigna en expliquant comment Schmid s'était vanté des meurtres et l'avait emmené au lieu d'enterrement. L'avocat de Schmid tenta de rejeter la faute sur Bruns, mais le jury ne fut pas convaincu. Après seulement 2 heures de délibération, ils le déclarèrent coupable et le condamnèrent à mort. En attendant son exécution, Schmid fut également jugé pour le meurtre d'Aline Rowe et plaida coupable de meurtre au second degré. Il fut condamné à une peine de 50 ans à perpétuité pour ce crime. Cependant, en 1971, l'Arizona abolit la peine de mort et la sentence de Schmid fut commuée en prison à vie. La vie en prison de Schmid fut tumultueuse. Il tenta à plusieurs reprises de s'évader, réussissant brièvement en 1972 avant d'être rattrapé. Son comportement en détention lui attira peu d'alliés et le 10 mars 1975, 2 détenus l'attaquèrent avec des couteaux, le blessant grièvement. Schmid succomba à ses blessures le 30 mars 1975, mettant fin à sa vie violente mais laissant une empreinte terrifiante dans l'histoire de Tucson. Le 1er octobre 2011, à la prison de Franklin, l'une des prisons les plus sécurisées du Royaume-Uni, un événement tragique se produisit. Mitchell Harrison, un détenu de 23 ans, y purgeait une peine indéterminée pour un crime atroce. Il avait attiré une jeune fille de 13 ans dans son appartement pour commettre des actes terribles, ce qui avait conduit les tribunaux à le considérer comme un danger majeur pour les jeunes filles. Mais ce qui arriva à Harrison en prison dépassa l'imagination. 2 autres détenus, Nathan Mann, 24 ans, et Michael Parr, 33 ans, également incarcérés à Franklin pour des crimes violents, planifièrent une attaque contre Harrison qui choqua autant le personnel de la prison que le grand public. Le passé criminel de Harrison avait commencé à l'âge de 13 ans, lorsqu'il agressa une fillette de 7 ans.
À 15 ans, il comparut de nouveau devant la justice pour avoir menacé une camarade de classe. Ses comportements troublants l'avaient conduit à son arrestation pour l'agression de la jeune fille de 13 ans, pour laquelle il fut condamné à une peine de prison indéfinie avec un minimum de 4 ans et demi de réclusion. La prison de Frankland est une installation de catégorie A, abritant certains des criminels les plus dangereux du pays, y compris des meurtriers et des délinquants violents. Dans cet environnement à haute sécurité, Harrison croisa le chemin de Mann et Parr, deux hommes au passé sombre. Nathan Mann se distinguait par sa dangerosité. Il nourrissait des fantasmes morbides de violence et même de cannibalisme. Il purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour un double meurtre brutal. En 2007, il avait tué 2 femmes âgées dans une maison de retraite. En prison, Mann confia au personnel qu'il souhaitait accomplir le meurtre le plus sanglant qu'ils aient jamais vu. Son complice, Michael Parr, avait lui aussi un passé violent. En 2003, il avait été condamné pour tentative de meurtre après avoir tenté d'étouffer un patient à l'hôpital. Leur lien se renforça en prison autour de leur penchant commun pour la violence. Le matin du 1er octobre, Mann et Parr attirèrent Harrison dans la cellule de Mann. Une fois à l'intérieur, ils le maîtrisèrent. Parr immobilisa Harrison pendant que Mann utilisait des armes artisanales, une lame de rasoir fondue dans du plastique et un stylo pour mener l'assaut. L'attaque fut rapide et brutale. Les 2 détenus avaient prévu de retirer le foie de Harrison pour le consommer, mais ils ne mirent pas leur plan à exécution. Lorsque les surveillants découvrirent le corps de Harrison, il était trop tard. Ses blessures étaient si graves que même les gardiens les plus expérimentés furent bouleversés par la scène. Mann informa calmement un gardien de la présence du corps dans la cellule. Ni lui, ni Parr ne montrèrent de remords face à leur crime, se contentant de hausser les épaules lorsqu'on leur demanda pourquoi ils l'avaient fait. Malgré la gravité des actes commis par Harrison, cette affaire soulève des questions importantes. Comment un tel meurtre a-t-il pu se produire dans une prison censée être ultra sécurisée? Mann et Parr avaient un historique de violence bien documenté, et pourtant, ils eurent accès à un détenu vulnérable. Pourquoi des individus connus pour leurs fantasmes violents étaient-ils laissés sans surveillance avec d'autres prisonniers? Après le meurtre, Mann et Parr furent inculpés et reconnus coupables du meurtre de Harrison. Lors de leur procès, ils n'offrirent que peu d'explications, se contentant d'admettre qu'ils avaient eu envie de le faire. La défense de Mann invoqua un trouble psychologique pour réduire sa responsabilité dans le crime. Mais cela ne changea rien à leur condamnation. Les 2 hommes reçurent de nouvelles peines de réclusion à perpétuité. Le juge Justice Openshaw décrivit le crime comme horrible et macabre et déclara qu'il était peu probable que Mann ou Parr soient un jour libérés, tant il représentait une menace persistante pour la société. Cette affaire souleva de nombreuses inquiétudes sur le fonctionnement du système carcéral britannique. Comment une telle attaque avait-elle pu être orchestrée à l'intérieur d'une prison hautement sécurisée? Mann et Parr avaient exprimé à plusieurs reprises leurs intentions violentes et pourtant, ils avaient pu mettre leur plan à exécution. Leur comportement calme et calculé après le meurtre, ainsi que leur totale indifférence, ajoutèrent une dimension encore plus effrayante à cette tragédie.